Permis et carte grise. Et expliquez-moi comment quelqu'un comme vous peut se payer un escalade tout neuf. Comme tout le monde, shérif. Je travaille pour vivre. Travailler à quoi exactement? Parce que des voitures comme ça vient pas d'un travail honnête. D'après mon expérience, votre expérience va vous coûter beaucoup plus cher. Le shérif Paul Horton, du Riverside County Sheriff's Department, a vu une Française noire d'une trentaine d'années se garer à la station Chevron, sur la Highway 47, juste à l'extérieur de Millbrook, dans le Tennessee. Et quelque chose, dans la scène, ne lui semblait pas correct. Le véhicule était un Cadillac Escalade noir de jet, neuf à en juger par son allure, avec des plaques temporaires encore visibles à l'arrière. Horton était shérif depuis 6 ans et avait été député pendant 12 ans avant ça. Et en 18 ans dans les forces de l'ordre, il avait développé ce qu'il appelait un œil pour les choses qui ne collent pas. Une jeune Française noire au volant d'un SUV à 70 000 $ à 23 heures, un mardi soir, faisait partie de ces choses. Il a engagé sa voiture de patrouille dans la station et l'a placée derrière l'escalade pour bloquer toute sortie rapide et a allumé ses gyrophares. À travers son pare-brise, il a regardé la femme sortir du siège conducteur. Elle était habillée de façon professionnelle. Blazer sombre, chemisier blanc, pantalon, comme si elle sortait d'un bureau. Mais Horton avait décidé avant même qu'elle ne se retourne. Ce que le shérif Paul Horton ne savait pas, c'est que l'agent spécial Mary Major venait de terminer une garde de 14 heures au bureau FBIX de Nashville, où elle travaillait à la division crime violent, enquêtant sur des organisations de trafic de drogue dans 3 États. Il ne savait pas qu'elle avait été major de promotion à Howard University avant d'obtenir son diplôme de droit à Georgetown. Mais il ne savait pas qu'elle avait franchi les étapes les plus exigeantes du FBI: enquête de moralité, test physique, évaluation psychologique. Et il ne savait certainement pas que l'escalade avait été achetée avec l'argent qu'elle avait économisé en 4 ans de service fédéral, complété par un modeste héritage de sa grand-mère. Une femme qui avait travaillé 2 emplois toute sa vie pour offrir de meilleures chances à sa petite-fille. Tout ce que Horton voyait, c'était une Française noire qui, selon lui, n'avait rien à faire dans une voiture aussi chère. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Et si vous pensez que la réussite ne devrait jamais être traitée comme quelque chose de suspect à cause de la couleur de peau, cliquez sur like et abonnez-vous. Ça aide l'algorithme à montrer des histoires comme celle de Mary à plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Abonnez-vous, parce que nous documentons chaque cas où le profilage racial a choisi la mauvaise personne et a tout perdu. Mary Major s'était arrêtée à cette station parce qu'elle était exactement sur son itinéraire vers son appartement à Clarksville, à environ 30 minutes au nord du bureau FBI. Elle avait fait ce même arrêt des dizaines de fois sur l'année écoulée. Même station, même pompe quand elle était libre, même routine. Faire le plein, prendre une bouteille d'eau à l'intérieur, peut-être un sachet de bretzel si elle avait faim, puis reprendre la route. Ce soir-là avait été particulièrement éprouvant. Elle avait passé la majeure partie de la journée à coordonner avec des agents de la DEA une opération conjointe visant un réseau de distribution de fentanyl. La paperasse à elle seule avait pris des heures et elle avait sauté le déjeuner pour finir des résumés d'entretien de témoins exigés avant la fin de journée. Ses pieds lui faisaient bidon mal à cause des talons portés pour un briefing matinal avec l'assistant directeur. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer, prendre une douche chaude et dormir 6 heures avant de recommencer demain. Elle venait à peine d'insérer sa carte dans la pompe quand elle a vu les lumières se refléter sur la peinture brillante de l'escalade. Son premier réflexe a été de penser à une urgence proche. Un accident plus loin sur l'autoroute peut-être. Mais quand elle s'est retournée et a vu que le véhicule du shérif était garé directement derrière le sien, la bloquant, une sensation familière s'est déposée dans son ventre. Cette sensation, elle l'avait connue avant. À l'université, arrêtée pour absence de clignotant alors qu'elle avait signalé. Diplômée en droit, interrogée sur ce qu'elle faisait dans un quartier chic où elle habitait,
femme professionnelle suivie par la sécurité d'un grand magasin, soupçonnée de vol. C'était la sensation d'être présumée coupable de quelque chose qu'elle n'avait pas fait, simplement à cause de son apparence. Le shérif Horton est descendu de son véhicule et s'est approché, la main posée sur son arme de service. Son langage corporel était agressif, son expression déjà fixée dans le jugement. Mary a reconnu le type immédiatement. Elle avait arrêté des hommes avec cette même posture, cette même certitude d'avoir raison indépendamment des faits. Elle a gardé les mains visibles et a attendu. « Bonsoir », a dit Horton, mais son ton n'avait rien d'amical. « Permis et papier du véhicule ». Mary a gardé une voix professionnelle et calme. « Bonsoir, shérif. Pouvez-vous me dire la raison du contrôle ?»« C'est moi qui pose les questions », a répliqué Horton. « Permis et papier, maintenant. »« Je suis disposé à vous fournir ces documents », a dit Mary. « Mais je dois savoir quelle infraction j'ai commise. Je ne conduisais pas. Je suis arrêté à une station-service. » La mâchoire de Horton s'est crispée. « Cette voiture, vous l'avez payée comment ?» La question a atterri exactement comme elle était conçue. Une accusation déguisée. Mary a senti la colère monter, mais elle l'a tenue. Elle avait été formée à rester calme sous pression, à désamorcer, à ne jamais laisser l'émotion dépasser le jugement. Ses compétences ne servaient pas qu'au travail. C'était des compétences de survie qu'elle avait dû développer toute sa vie. « Je l'ai acheté légalement avec mon argent », a-t-elle dit. Maintenant, quelle est la raison de ce contrôle ? « Plaque temporaire », a répondu Horton en indiquant la vitre arrière. « Ça peut être volé. Ça peut être une location que vous comptez garder. Je dois vérifier la propriété. » Mary a sorti son portefeuille de la poche intérieure de son blazer en décrivant chaque mouvement. « Je prends mon portefeuille. Mes papiers et mon assurance sont dans la boîte à gants. Je devrais atteindre l'intérieur du véhicule. »« Gardez vos mains visibles », a ordonné Horton. Mary a pris son permis et le lui a tendu, puis elle est revenue à l'escalade, a ouvert la porte passager. L'intérieur était impeccable. Cuir, une légère odeur de voiture neuve, l'assainisseur qu'elle avait acheté la semaine précédente. Et, dans le porte-gobelet de la console centrale, son badge du FBI, posé là en sortant du bureau. Elle a pris l'immatriculation et l'assurance dans la boîte à gants et est revenue vers Horton. Il a examiné les documents sous les lumières de la station. Mary a observé son visage. L'immatriculation indiquait que le véhicule appartenait à Mary Bethany Major, à une adresse de Clarksville. L'assurance était à jour. Le permis correspondait. Tout était légitime. Ça aurait dû se terminer là. « Ça peut être faux », a dit Horton en relevant la tête. « L'immatriculation se falsifie. Comment je sais que vous n'avez pas volé ce véhicule à la vraie Mary Major ?» Mary l'a fixé, incrédule. « Vous avez ma photo sur mon permis, shérif. Vous voyez bien que c'est moi. » « Les pièces d'identité se falsifient aussi, » a dit Horton. « Je pense qu'on va devoir emmener ça au poste, vérifier correctement. »« Sur quelle base légale ?» a demandé Mary, la voix montant légèrement malgré elle. « Je vous ai donné des documents valides. Vous pouvez passer le 20. Vous pouvez appeler. Tout confirmera que je suis la propriétaire. » Un homme qui faisait le plein 3 pompes plus loin s'était arrêté pour regarder. À l'intérieur, 2 clients étaient à la fenêtre, téléphone sorti. Au-dessus d'eux, sous l'auvent, des caméras de sécurité filmaient chaque mot. « La base légale », a dit Horton. Elle eut une condescendance dégoulinante, c'est que des jeunes Françaises noires ne conduisent pas des escalades à 70 000 $ sans qu'il y ait quelque chose d'illégal. Argent de drogue, vol, fraude, je ne sais pas encore lequel, mais je vais le découvrir. Les mains de Mary se sont crispées. Vous venez d'admettre du profilage racial. Vous me retenez uniquement sur ma race et le véhicule que je conduis. Je vous retiens sur la base de mes 18 ans d'expérience, a répliqué Horton. Maintenant, vous coopérez, ou je vous arrête pour obstruction et je mets cette voiture en fourrière comme preuve. Mary a glissé la main dans la poche intérieure de son blazer. La main de Horton est partie vers son arme.
Je prends mes identifiants fédéraux, a dit Mary clairement, assez fort pour que la station entende. Je suis agent spécial du FBI et vous faites la plus grosse erreur de votre carrière. Elle a sorti ses identifiants du FBI. Photos, numéros, sceaux du Federal Bureau of Investigation, embossés en or. Elle les a tendus. Un instant, le monde du shérif Paul Horton a cessé d'avoir du sens. Horton a pris les identifiants et les a examinés sous les lumières crues. Le badge était vrai. Elle l'a vu en tester le poids, chercher un défaut. La carte affichait sa photo, son nom complet, son numéro, son affectation, Nashville Field Office, Violent Crime Division. Son visage a traversé plusieurs expressions. Confusion d'abord, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur, puis quelque chose de plus dur, une colère défensive. « Ça peut être faux », a-t-il dit, mais sa voix avait perdu sa certitude. « Oh, n'importe qui peut acheter des répliques de badges FBI en ligne. » La patience de Mary, déjà entamée, a craqué. « Shérif Horton, ces identifiants sont réels. Vous pouvez les vérifier en appelant le bureau FBI de Nashville. Le numéro est public. Ou le bureau régional de Memphis. Ils confirmeront mon identité en 2 minutes. Même si vous êtes FBI, a dit Horton en lui rendant ses identifiants. Ça n'explique pas comment vous pouvez payer une voiture comme ça. Le FBI ne paie pas si bien, pas à votre âge. Les agents spéciaux du FBI commencent autour de 78 000 $ par an, a répondu Mary, une fureur maîtrisée dans la voix. Avec l'ajustement local, les échelons, je gagne 92 000. Je suis au bureau depuis 4 ans. J'ai économisé, j'ai budgété, j'ai reçu un petit héritage. Et je ne vous dois aucune explication sur mes finances personnelles. L'homme qui regardait à 3 pompes a lancé. Elle vous a montré des identifiants FBI. Pourquoi vous continuez à la harceler? Horton s'est retourné, sec. Monsieur, mêlez-vous de vos affaires avant que je vous verbalise pour interférence. Interférence dans quoi? A répliqué l'homme. Elle met de l'essence. Horton est revenu vers Mary, mâchoire serrée. Je dois fouiller votre véhicule, vérifier qu'il n'y a rien d'illégal. Absolument pas, a dit Mary. Vous n'avez aucune cause probable. Je n'ai commis aucune infraction. Vous n'avez aucune justification pour ce contrôle, encore moins une fouille. J'ai une suspicion raisonnable basée sur la totalité des circonstances, a insisté Horton. Quelles circonstances? A demandé Mary. Ox, soyez précis, shérif. Quelle suspicion raisonnable et articulable avez-vous que je commets un crime? Femme noire dans belle voiture n'est pas une suspicion raisonnable. C'est du profilage racial et une violation de mes droits au titre du 4e amendement. Avant que Horton ne réponde, un second véhicule de patrouille est entré dans la station. Un député en est sorti, plus jeune, peut-être au milieu de la vingtaine, le visage perplexe en voyant la scène. « Shérif, tout va bien ?»« Très bien, » a répondu Horton trop vite. « Contrôle de routine. » Mary s'est tournée vers le député. « Député, je suis l'agent spécial Mary Major, FBI. Votre shérif m'a arrêté sans motif, m'a accusé de vol, malgré des papiers valides, et menace maintenant une fouille illégale. Je vous demande d'appeler les affaires internes avant que ça ne dégénère. » Les yeux du député se sont agrandis. « Madame, vous avez dit FBI ?»« Montrez-lui !» a claqué Horton. Mary a tendu ses identifiants. Le député les a regardés, puis Mary, puis Horton. L'inquiétude était évidente. « Shérif, peut-être qu'on devrait... » « Je gère », l'a coupé Horton. Mary a sorti son téléphone. « J'appelle mon superviseur au FBI et je documente cette détention illégale pour ma plainte officielle. » Horton a tendu la main vers le téléphone. « Rangez ça !» Mary a reculé et a élevé la voix. « Ne me touchez pas, ni moi, ni mes affaires. Vous avez déjà violé mes droits civiques. N'ajoutez pas une agression à votre liste. » Un petit attroupement s'était formé. L'homme des pompes, les 2 clients à la fenêtre, l'employé de la station, et une femme arrivée à l'instant qui filmait déjà. Le député semblait de plus en plus mal à l'aise, coincé entre l'obéissance au shérif
et la prévention d'un désastre. Shérif, a tenté le député, doucement. Si elle est FBI, on devrait appeler le capitaine. Je n'ai pas besoin du capitaine, a dit Horton. Mais sa voix contenait maintenant une note de désespoir. Il était piégé par son ego, piégé par son refus d'admettre qu'il avait fait une erreur énorme, basée sur rien d'autre que des suppositions raciales. Mary l'a regardé droit dans les yeux et a parlé avec la précision glaciale de quelqu'un qui monte des dossiers fédéraux. « Shérif Horton, vous avez deux options. Option 1, vous vous excusez, vous me rendez mes documents et vous me laissez partir. Je déposerai quand même une plainte, mais ce sera administratif. Option 2, vous continuez cette détention illégale et je vous garantis que la division droit civique du FBI ouvrira une enquête. Les vidéos seront saisies, votre historique sera examiné. Vous ferez face à des charges fédérales en plus du procès que je déposerai personnellement. Ce sont vos deux seules options. » La station est devenue silencieuse, sauf le bourdonnement de l'autoroute. Les témoins tenaient bon leur téléphone, stable, les caméras filmaient. Horton était là, main près de son arme, visage rouge de colère et d'humiliation. Et il a fait son choix. Pas le choix intelligent, pas le choix légal, le choix que son orgueil exigeait. « Éloignez-vous du véhicule », a-t-il ordonné. « Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice. » Le visage du député est devenu livide. « Shérif, non !» Mais Horton avait déjà saisi ses menottes. Mary n'a pas bougé. Elle a regardé le député. « Comment vous appelez-vous ?»« Député James Walsh », a-t-il dit, presque à voix basse. « Député Walsh, vous êtes comme accusé témoin. Quand l'enquête fédérale commencera, vous serez appelé à témoigner. Réfléchissez très sérieusement à si vous voulez être complice de ce qui va suivre. » Avant que Horton ne puisse s'approcher, un autre véhicule est entré dans la station. Celui-ci n'était pas marqué, mais portait des plaques municipales. Une femme en civil, mais avec une autorité indiscutable, en est sortie. La cinquantaine, cheveux grisonnants, regard tranchant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé, une voix lourde. « Capitaine Morrison », a dit le député, soulagé. « C'est l'agent spécial major, FBI. Le shérif l'a arrêté et... il y a... une situation. » La capitaine Linda Morrison s'est approchée. Mary a vu la reconnaissance traverser son visage. Elle s'était déjà rencontrée, 6 mois plus tôt, à une réunion de Task Force Multi-Agence. Morrison représentait le Sheriff's Department dans une opération conjointe avec le FBI et le Tennessee Bureau of Investigation. « Agent Major » a dit Morrison, professionnel mais inquiète. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mary a gardé une voix nivelée. « Capitaine Morrison, le shérif Horton s'est garé derrière mon véhicule pendant que je faisais le plein, m'a bloqué et m'a demandé comment je pouvais me payer mon escalade. Quand je lui ai donné l'immatriculation, l'assurance et mon permis, tous valides, il a dit que c'était probablement faux. Quand je lui ai montré mes identifiants FBI, il a dit que c'était peut-être faux aussi. Il me retient depuis environ 20 minutes sur la croyance déclarée que les jeunes femmes noires ne conduisent pas de véhicules chers sans être impliquées dans un crime. Il a menacé une fouille illégale sans cause probable. Et il y a 30 secondes, il a tenté de m'arrêter pour obstruction. Le visage de Morrison s'est assombri à chaque phrase. Elle s'est tournée vers Horton, lentement. « Shérif, c'est exact ?» Horton était rouge. « J'enquêtais sur des circonstances suspectes. »« Quelles circonstances suspectes ?» a coupé Morrison. « Avez-vous constaté une infraction routière ?»« Non. »« Avez-vous reçu un signalement d'escalade volé correspondant à celui-ci ?»« Non. » « Avez-vous passé les plaques avant de l'arrêter ?» Horton a hésité. « Non. » Des coups. « Aviez-vous une suspicion raisonnable et articulable au-delà du fait de voir une femme noire dans une voiture chère ?» Le silence s'est étiré. Morrison s'est tourné vers Mary. « Agent-major, je vous présente mes excuses au nom du département. Ce contrôle était illégal. Vous pouvez partir. »« Avec respect, capitaine, » a dit Mary, une voix calme mais glacée.
Une excuse ne règle pas ce qui vient d'arriver. Le shérif Horton a déclaré explicitement qu'il m'a arrêté parce que, je cite, « Les jeunes femmes noires ne conduisent pas des escalades à 70 000 $ sans qu'il y ait quelque chose d'illégal. » Cette phrase a été enregistrée par plusieurs témoins. Elle est sur les caméras de la station. Et elle correspond exactement au type de policing discriminatoire que j'enquête dans le cadre de mon travail au FBI. Fordier, elle a marqué une pause. Je déposerai une plainte formelle auprès de la division droit civique du FBI. Je déposerai une action personnelle au titre du 42 USC, section 1983, pour violation de mes droits au 4e et 14e amendement. Et je demanderai une enquête complète sur la pratique des contrôles du shérif Horton pour déterminer si c'est isolé ou systémique. La mâchoire de Morrison s'est serrée. Elle s'est tournée vers Horton. « Badge et armes, vous êtes suspendu, effet immédiat, en attendant l'enquête. »« Capitaine, je faisais juste mon travail. »« Votre travail n'inclut pas de profiler des agents fédéraux, » a répliqué Morrison sèchement. « Ni qui que ce soit d'autre. Badge, maintenant. Et c'est pour ça qu'on partage ces histoires. La responsabilité n'existe que quand des gens regardent. Si vous pensez que les agents fédéraux comme les citoyens ordinaires doivent être traités avec dignité, quelle que soit leur race, abonnez-vous. On construit une communauté qui refuse de laisser ces incidents disparaître. Votre abonnement dit à l'algorithme que ces histoires comptent. » Mary a récupéré ses documents des mains de Morrison, les mains stables malgré l'adrénaline. Elle a regardé Horton une dernière fois. « Ça fait 4 ans que j'enquête sur des violations de droits civiques. Shérif, je sais exactement comment monter un dossier fédéral, et vous venez de me donner tout ce dont j'ai besoin. » Elle est montée dans son escalade, a démarré et a quitté la station Chevron. Derrière elle, Horton restait là, son badge dans la main de la capitaine Morrison, sa carrière suspendue à un fil. Les témoins filmaient. Les caméras tournaient. Et au matin, le shérif Paul Horton serait au centre d'une tempête qui détruirait tout ce qu'il avait construit. Les images de la station Chevron sont devenues talites virales en moins de 18 heures. Quelqu'un, employé ou client, avait envoyé la vidéo de sécurité aux médias locaux. Ajoutées aux vidéos de téléphone, les images ont explosé. Jeudi après-midi, l'histoire était nationale. Chaque grande chaîne a diffusé le clip où Horton disait « Les jeunes femmes noires ne conduisent pas des escalades à 70 000 $, à moins qu'il se passe quelque chose d'illégal. » Des experts juridiques ont parlé de l'un des exemples de profilage racial les plus explicites jamais captés. Des organisations de droits civiques ont exigé des actions immédiates. Le FBI a publié une déclaration confirmant que l'agent spécial Mary Major était une membre décorée de la division crimes violents et que le bureau prenait l'affaire très au sérieux. Le shérif Paul Horton a été renvoyé 6 semaines après l'incident. La lettre de licenciement citait « profilage racial, détention illégale, violation des politiques internes, abus d'autorité et conduite indigne ». Parce que la loi du Tennessee permettait la perte de pension en cas de faute officielle, Horton a perdu ses droits à la retraite après 18 ans de service. Il a perdu sa certification, ce qui l'empêchait de travailler dans les forces de l'ordre partout dans l'État. Et la vidéo virale garantissait qu'il ne retravaillerait jamais dans la police, nulle part. Mary Major a déposé sa plainte fédérale 3 mois plus tard. Et la plainte était méticuleuse. 42 pages décrivant non seulement la nuit du contrôle, mais un schéma de contrôle similaire mené par Horton durant ses 6 ans comme shérif. Ses avocats, avec l'équipe d'enquête interne du FBI, ont mis au jour 17 cas documentés où Horton avait arrêté des conducteurs minoritaires dans des véhicules chers sans suspicion raisonnable articulable. La plainte visait Horton à titre personnel, Riverside County et le Sheriff's Department, réclamant 40 millions de dollars de dommages compensatoires et punitifs. Les avocats du comté ont vu l'évidence. Se battre signifiait une défaite certaine, une publicité massive et potentiellement des dommages plus élevés. La vidéo était indéfendable.
La phrase de Horton était un profilage explicite. La plaignante était agente du FBI au dossier impeccable. Et le schéma de contrôle similaire pointait vers un échec systémique de supervision. Riverside County a conclu un accord à 40 millions de dollars 14 mois après le dépôt. L'accord incluait un consent decree imposant des réformes, formation trimestrielle obligatoire sur les biais, bodycam pour tous les deputies, comité citoyen de supervision avec pouvoir d'enquête et obligation que chaque contrôle soit documenté avec des raisons spécifiques et articulables avant tout contact. La vie personnelle de Horton s'est effondrée. À 47 ans, il travaillait de nuit dans un entrepôt pour 15 $ de l'heure. Sa femme l'a quitté 8 mois après l'incident, emmenant leurs 2 enfants à 3 États de là. Sa maison est partie en saisie. Il a déposé le bilan. Chaque candidature, chaque contrôle de background révélait la vidéo. Et personne ne voulait embaucher quelqu'un avec cette réputation. La capitaine Linda Morrison a été élue shérif lors d'une élection spéciale, devenant la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de Riverside County. Elle a mis en œuvre immédiatement les réformes et a poussé des mesures encore plus strictes. Mary Major a utilisé une partie du règlement pour créer un fonds de bourse destiné aux jeunes femmes noires poursuivant des carrières dans les forces de l'ordre et la justice. Elle a continué son travail au FBI avec une détermination renforcée et a été promue superviseur. Elle conduit toujours son escalade, mais elle garde désormais plusieurs copies de ses identifiants facilement accessibles et utilise une dashcam à chaque trajet, une précaution qu'elle aurait aimé ne pas avoir à prendre. Les images de la station Chevron sont devenues un visionnage obligatoire à l'Académie du FBI à Quantico, un outil pour former les nouveaux agents à gérer les contrôles illégaux et protéger leurs droits civiques même face à des forces locales. La vidéo a aussi été montrée dans des académies de police à travers le Tennessee et les États voisins comme l'exemple définitif de la manière dont le biais racial détruit des carrières et coûte des dizaines de millions aux communautés. 5 ans après cette nuit de novembre, Mary Major a reçu le FBI Director's Award for Excellence in Civil Rights Investigation. Le shérif Paul Horton travaillait toujours de nuit dans un entrepôt, portant encore la marque permanente d'être le shérif qui a profilé une agente du FBI. La leçon reste claire. La réussite n'est pas une preuve de crime. L'excellence professionnelle n'est pas suspecte. Et quand des policiers traitent la réussite noire comme une preuve de criminalité, les conséquences peuvent tout leur coûter, pendant que les personnes qu'ils ont ciblées continuent de s'élever, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Conduire en étant noir n'est pas un crime. Posséder de belles choses en étant noir n'est pas une preuve de trafic. Si vous avez déjà été interrogé sur quelque chose que vous avez légalement gagné, cette histoire est pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui change vraiment le comportement policier? Les procès, la formation ou autre chose? Dites-le franchement en commentaire. On lit chaque message.